Yaël Beaune-Privet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau d'Hexagone. Alors, on dit toujours que vous avez un parcours totalement atypique parce que vous êtes avocate pénaliste, vous êtes mère de 5 enfants, vous avez vécu à l'étranger, à Taïwan, à Tokyo, au Portugal. Vous avez découvert la fédération du Parti socialiste lorsque vous étiez à Tokyo. Quand vous rentrez en 2012, vous êtes bénévole à plein temps des Restos du Cœur et puis vous engagez en politique. Et alors là, c'est l'ascension fulgurante. Vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes président de la commission des lois et enfin vous êtes président de l'Assemblée nationale. Alors comment on réussit un parcours pareil? En ayant beaucoup de chance, en suivant ses convictions, ses envies, et puis en osant prendre des risques, tenter l'aventure, et, puis en sachant aussi s'entourer, en jouant collectif, parce que on n'a pas de parcours réussi, que ce soit des parcours personnels ou professionnels, sans les autres. Alors vous avez dit en arrivant à l'Assemblée que vous vouliez, et à la présidence, que vous vouliez porter la voix des plus démunis. Vous avez été, comme je le disais, bénévole à plein temps des Restos du Cœur dans les Yvelines. C'est pas rien d'être bénévole à plein temps. Vous avez vu la misère de près. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de porter la voix des plus démunis? Alors déjà, je garde mon cœur, évidemment, envers cet engagement reste très présent en moi. Je vais de temps en temps au Resto du Cœur. Vous y allez toujours? Continue. Oui, je continue de temps en temps. Je vais au centre. Je fais systématiquement la collecte annuelle. Donc là, il y a quelques jours, Vous étiez à la sortie d'un j'étais supermarché. à la sortie d'un supermarché à Montesson, dans ma circonscription, comme tous les ans. Et j'y passe l'après-midi avec les bénévoles à remplir des cartons de pâtes, de petits pots pour enfants. C'est un engagement qui est profond, et qui reste très sincère, parce que moi je crois dans une société qu'il faut... on n'est pas toujours en capacité de réussir, on n'est pas toujours en capacité de s'en sortir, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, et les Restos du Cœur, c'est ça. Vous dites on n'est pas toujours en capacité de réussir. C'est pas forcément un discours qu'on entend du côté du gouvernement, et on a l'impression au contraire que les nouvelles mesures qui touchent la réforme du travail, plutôt de la recherche d'emploi, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité qui va être supprimée, est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à porter la voix des plus démunis là au niveau national? Mais justement, par exemple, lorsque l'on regarde la réforme du RSA, lorsque l'on soumet le RSA à la réalisation de 15 heures d'accompagnement, c'est justement être en capacité de prendre la main de quelqu'un et de lui dire justement, on va t'apporter de l'aide et du soutien pour te permettre de te réinsérer. Il ne suffit pas, justement, quand on a été au Resto du Cœur, on a cette conscience que vous ne remettez pas forcément quelqu'un qui a été très éloigné du marché de l'emploi et de la société pendant des années, vous ne le remettez pas au travail en un coup de baguette magique. Il faut l'accompagner, il faut parfois lui permettre de se reformer, de se resocialiser, et etc. parfois avec des personnes qui sont même plus dans cette capacité-là. Exactement, et c'est ça justement qu'il faut faire aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup en toutes ces actions, ces 15 heures au RSA, les territoires zéro chômeur qu'on a mis en place dans un certain nombre de départements et qui marchent. Et donc, la réinsertion, l'accompagnement, les parcours personnalisés pour chacun, c'est ce que je crois, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que moi, j'ai découvert en étant au Resto du Cœur, justement. Vous ne parlez pas de dossier, vous ne parlez pas de nombre, vous parlez de personnes, d'individus, de familles. Et c'est du sur-mesure qu'il faut faire. C'est ce que vous auriez proposé si vous aviez été, vous, au gouvernement, chargé de cette question? Sur les 15 heures du RSA, bien sûr. Oui, pour tout le monde. Mais c'est quelque chose que j'ai soutenu. Oui, sachant que ces 15 heures après sont adaptées à chacun selon le parcours et selon les besoins de la personne et selon le moment où elle est dans sa vie et dans son parcours de réinsertion. Alors, vous parlez aussi du parcours de vos grands-parents qui sont arrivés en France en 1930 avec une valise et un visa de tourisme. Bon, je vais vous embêter un peu. Est-ce que vous pensez qu'avec la loi sur l'immigration qui a été adoptée récemment, vos grands-parents auraient eu cette même chance de s'intégrer en France? Alors oui, ils l'auraient eu. Après, ils ont chacun eu un parcours différent, mais ma grand-mère aurait, j'imagine, été reconnue comme réfugiée politique puisqu'elle fuyait le nazisme. Elle venait d'Allemagne. Mon grand-père venait de Pologne. Vous savez, mon grand-père, dès que la guerre a été déclarée, s'est engagé d'abord dans la Légion étrangère,
puis lorsque la guerre s'est terminée, lorsqu'il y a eu l'armistice, s'est engagé dans la résistance. Donc évidemment que la France a toujours reconnu et reconnaîtra toujours les combattants de la liberté et les personnes persécutées. Donc je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose pour eux. Une proposition de loi a été étudiée à l'Assemblée ces temps-ci, c'est celle qui examine le cumul des mandats, le retour du cumul des mandats. Est-ce que vous y êtes favorable personnellement? Moi, je suis très défavorable au retour du cumul. Ce n'est pas nous qui avons supprimé le cumul des mandats, ça avait été fait pendant la mandature précédente, mais je pense que c'est une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est comment permettre à un parlementaire d'être très proche du terrain. On sait que les Français attendent d'un homme et d'une femme politique, quel que soit le mandat qu'il exerce, qu'il soit le plus en proximité possible. Moi, je crois que l'exercice d'un mandat politique, et quand c'est un mandat national, doit nécessairement s'inscrire dans la proximité, parce que c'est cette proximité, ces rencontres avec les citoyens qui nous nourrissent et qui nous permettent de bien légiférer. Cette proximité. Alors, d'une part, en organisant le temps parlementaire pour permettre aux parlementaires d'être dans leur circonscription, c'est pour ça que je mène la bataille du vendredi, la bataille de la prévisibilité du calendrier parlementaire, qui permet aux parlementaires de s'organiser. En renforçant la place du parlementaire en circonscription, ça peut être fait, et c'est ce que nous avons fait au sein d'organismes, le fonds DETR, le fonds FDVA. Là, nous venons de faire des nominations de parlementaires au sein des ARS. Bref, renforcer l'action du parlementaire en local, mais au sein de l'exercice de son mandat de parlementaire, pas par le biais de l'exercice d'un autre mandat. Alors, il y a 2 lois qui doivent arriver à l'Assemblée, sur lesquelles vous êtes, vous, très attachés et vous attendez qu'elles arrivent. C'est la loi sur le droit à mourir dans la dignité, la fin de vie. Quand est-ce que ça va arriver à l'Assemblée et comment vous imaginez les débats? Ça risque d'être assez houleux, non? Alors, ça va être, je pense, des débats déjà passionnants, parce que le sujet est passionnant. Les débats vont être complexes parce que la question est complexe et donc il va falloir que nous réussissions à avoir des débats apaisés qui respectent les convictions de chacun, et chaque conviction évidemment sur ce sujet est respectable. Donc moi, mon rôle sera de m'assurer que les débats se mènent sereinement et respectueusement. La loi sera examinée dans l'hémicycle le 27 mai. Et ce pour une durée de 2 semaines. Et j'ai acté en conférence des présidents que nous aurions une commission spéciale, donc 70 députés qui viendront de tous les groupes politiques et de toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, et qui va mener ses travaux dès le 10 avril, jour du Conseil des ministres pour cette loi. Et donc du 10 avril au 27 mai, l'Assemblée nationale travaillera en commission, puis après, à partir du 27 mai, dans l'hémicycle. Et vous, personnellement, quelle est votre position sur cette Alors moi, c'est une loi décision importante? Je fais partie de ceux qui ont porté un engagement fort pour que nous ayons une aide active à mourir. Donc je suis extrêmement satisfaite que nous puissions en délibérer. Je n'aurais pas envisagé de terminer mon mandat sans que nous ayons pu légiférer en la matière. Je pense que c'est une loi qui est extrêmement attendue par nos compatriotes, et donc j'y suis très favorable. Alors il y a une autre loi que vous attendez avec impatience, c'est la loi d'orientation agricole. Elle arrive quand? Comment allez-vous gérer cette future loi dont on parle beaucoup? Alors on en parle beaucoup parce qu'on a vu avec la crise agricole à quel point elle était nécessaire et à quel point nous avions besoin d'améliorer la condition de nos agriculteurs. Tout ne sera pas dans cette loi, puisqu'il y a la question notamment des revenus agricoles qui feront l'objet d'une évaluation actuellement des lois Egalim. Mais donc cette loi, normalement, devrait être examinée à l'Assemblée nationale mi-mai, et donc dans l'hémicycle, donc en commission bien avant. On le sait moins, mais vous avez une activité diplomatique assez développée. Vous devez aller en Ukraine prochainement. Tout à fait. Vous y êtes déjà allé. En quoi votre rôle est important d'aller en Ukraine? Alors c'est important parce que lorsque des parlements ont une activité diplomatique, lorsqu'ils se parlent, ce sont les représentants des peuples qui parlent à d'autres représentants du peuple. Donc c'est vraiment des peuples qui parlent à d'autres peuples. C'est une action diplomatique qui n'est pas concurrente de celle qui est menée par l'exécutif, par le président de la République et le gouvernement, mais elle s'inscrit dans un cadre vraiment très complémentaire. Donc nous sommes
en perpétuelle liaison avec l'exécutif. Et lundi dernier, nous avions les premières assises de la diplomatie parlementaire avec le Sénat et avec le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, c'est une relation qui se noue entre des présidents de parlement aussi. J'ai reçu le président du Parlement ukrainien, la Rada, à l'Assemblée nationale. Nous sommes en lien constant. Et donc, cette action diplomatique s'inscrit dans la durée et nous permet de signifier à l'Ukraine que le Parlement français, dans toutes ses composantes, est à leur côté. Et puis, nous avons, par exemple, pour vous donner un exemple d'initiative avec l'Ukraine, nous avons signé avec de nombreux homologues européens une lettre que nous avons adressée au speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis pour l'inviter à permettre l'adoption des crédits de soutien à l'Ukraine, comme nous l'avons fait en Europe. Nous pensons qu'il est important que les États-Unis continuent à soutenir l'Ukraine et donc nous sommes intervenus auprès de lui en ce sens. Cette action diplomatique peut avoir de multiples visages. Elle a aussi un visage féminin. J'ai reçu à l'Assemblée nationale. Oui, je vais vous en parler. Juste, on continue sur l'Ukraine. Ouais. Le président de la République a annoncé qu'il pourrait y avoir, à un moment, si la ligne rouge était dépassée, un envoi de troupes françaises. Est-ce que pour ça, il faut la voix de l'Assemblée? Est-ce qu'il faut un vote à l'Assemblée? Et vous, est-ce que vous y êtes favorable à cet envoi de troupes? Alors, le président de la République n'a pas tout à fait engagé la France sur cette voie-là. Il ne l'a pas exclu et il est important en la matière d'entretenir cette ambiguïté, en fait, et cette ambiguïté stratégique. Si vous dévoilez à votre adversaire quelles vont être vos actions, quelles que soient les circonstances, vous vous affaiblissez considérablement. N'est-ce pas mieux de ne rien dire? Il est important de montrer que tout est envisageable parce qu'il est important d'envoyer ce signal très fort à la Russie qui est que nous soutiendrons l'Ukraine dans la durée. L'Ukraine a besoin de ça, a besoin de ce soutien militaire, diplomatique, économique et c'est ce que nous faisons et c'est aussi cela que je fais lorsque je me rends en Ukraine. Si ça devait arriver, est-ce qu'il faut un vote à l'Assemblée? Alors, il ne faut pas, formellement, il n'y a pas de vote qui est exigé dans l'immédiat. Après, ça fera forcément l'objet d'une consultation des présidents d'Assemblée, potentiellement l'objet d'un vote au titre de l'article 50-1. Après, la déclaration de guerre, c'est autre chose, mais on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Non, espérons qu'on ne le soit pas. Vous êtes force de proposition dans un certain nombre de domaines. Vous avez initié cette grande marche contre l'antisémitisme. Vous le répétez fréquemment, il y a beaucoup d'antisémitisme en France. Est-ce que vous sentez que les choses vont en s'aggravant? Alors, en tout cas, elles persistent. Et cet antisémitisme, on voit, émaille l'actualité. On a vu hier à Sciences Po qu'il y avait probablement eu voilà, il y a des attaques, oui. C'est pour ça que j'utilise ce mot, antisémite, mais il y a récemment un homme qui a été à Paris agressé. Moi, je continue à recevoir des mails antisémites, d'autres députés également. Donc on a un climat qui est récurrent et il faut bien relier les points les uns avec les autres pour voir qu'effectivement, il y a un antisémitisme latent qui est inquiétant et qui a effectivement qui a nécessité un sursaut. Et avec le président du Sénat, nous étions préoccupés. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette marche qui était complètement inédite. C'était la première fois que deux présidents de chambre appelaient à une manifestation, organisaient une manifestation et nous avons été soulagés en quelque sorte de voir à quel point les Français avaient répondu à notre appel, que ce soit à Paris ou sur tout le territoire national, puisque beaucoup de nos compatriotes se sont réunis devant les préfectures dans beaucoup de villes de France. C'est vrai. Et dans le cadre donc toujours de la diplomatie, vous êtes allé en Israël. Est-ce que la voix de la France a toujours autant d'importance quand on voit ce conflit, la gravité de ce conflit? Est-ce que la France a une voix qui porte? La France a une voix qui porte et la France a une voix qui est attendue. Et donc il faut qu'elle s'exprime. La France, c'est la patrie des droits de
de l'homme. La France, c'est ces grands chefs d'État qui ont porté haut la voix de la France et la diplomatie de la France. Et oui, la France a une voix qui compte, qui est respectée par ses interlocuteurs. Et donc, nous avons le devoir de nous exprimer et de faire le maximum pour que les conflits tels que celui que vous évoquez en Israël puissent cesser et puissent... Comment peut-il cesser aujourd'hui ? Nous avons une action diplomatique et nous parlons aux différents interlocuteurs qui sont sur place. Maintenant, comment il peut cesser ? Il faudrait qu'on arrive à négocier une trêve avec la libération des otages et qui permettrait de pouvoir cesser les combats, permettrait d'acheminer l'aide humanitaire. Et puis après, il faut réussir à construire une solution politique avec les Israéliens et les Palestiniens, sachant à quel point il est difficile d'avoir des interlocuteurs crédibles de part et d'autre qui nous permettent d'avancer de façon résolue sur la voie d'une solution à deux États. Est-ce que vous avez évoqué ce grave sujet, avec les 30 présidentes d'Assemblée que vous avez reçues pour le premier congrès mondial des femmes présidentes d'Assemblée ? Alors nous avons parlé essentiellement du droit des femmes, donc des droits reproductifs, droit à la contraception, droit à l'éducation, de mariage forcé, etc. Et nous avons évidemment évoqué également les sujets de politique étrangère, donc que ce soit au Moyen-Orient ou sur la crise ukrainienne. Et puis la question tragique de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Et on voit bien, notamment avec ce qui s'est passé le 7 octobre, à quel point cette arme a été utilisée, mais elle a également été utilisée en Ukraine, en RDC, etc. Donc on voit bien à quel point, lorsqu'il y a des zones de conflit, les femmes sont les premières victimes. Et c'est une préoccupation que nous devons tout avoir. Et il faut porter ces voix-là. Et c'est ce que nous nous sommes dites aussi. Et vous avez le sentiment que les femmes font de la politique différemment ? Là, vous réunissez les femmes. Bon, après tout, pourquoi vous réunissez les femmes ? Pourquoi pas les présidents d'assemblée de... Parce qu'il y a de multiples organisations qui réunissent les présidents d'assemblée. Moi-même, j'ai été à Tokyo assister au G7 parlementaire, j'ai été à la réunion du Conseil de l'Europe, et donc ça réunit des présidents de parlement. Nous n'avions pas un format strictement féminin, et nous avons parlé justement de la question des femmes en politique, du rôle qu'on doit avoir et effectivement de ce leadership qui est probablement assuré différemment. Et puis de la question du droit des femmes. Moi, j'ai trouvé que c'était bien de nous retrouver ensemble parce que nous avons des 5 continents. J'ai pu rencontrer des femmes fortes, des femmes qui, chacune dans leur pays, avaient réussi à s'imposer dans des univers d'hommes. Oui, on imagine que les femmes qui s'imposent dans un univers d'hommes sont des femmes fortes. Exactement. Je crois qu'elles, en tout cas, elles démontrait une force de caractère assez exceptionnelle. Et donc, nous sommes beaucoup... je pense, on s'est dit beaucoup de choses, mais on a beaucoup appris les unes des autres et on s'est donné de la force. Alors, on dit qu'il y a une autre initiative que vous devez prendre avec le président du Sénat, Gérard Larcher, c'est la proportionnelle. Introduire une dose proportionnelle qui serait supérieure à ce que souhaite le gouvernement, 20-30%. Moi, je suis plutôt sur une dose, effectivement, d'un peu moins de 30%. Mais effectivement, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il faut que nous franchissions cette étape. C'était une promesse du président de la République en 2017 que nous avions portée. Et je pense qu'il est temps de réaliser cette promesse parce que le Parlement doit durablement représenter l'ensemble des forces politiques qui sont présentes dans notre pays. Et on voit aujourd'hui que ce qui est arrivé en 2022 et qui permet à tous les courants d'être représentés l'a été avec un scrutin majoritaire, mais ça n'est pas assuré. Si nous voulons pérenniser cette juste représentation des Français, il faut, à mon sens, introduire une dose de proportionnelle. Et donc, moi, je propose un peu moins de 30% avec un système mixte qui serait basé sur celui du Sénat, c'est-à-dire des départements qui comportent 11 jusqu'à 10 députés seraient dans un mode de scrutin majoritaire et après on basculerait sur un mode proportionnel pour les départements avec 11 députés ou plus. Alors, Yaël Braun-Pivet, on l'a dit, vous avez un parcours atypique, vous êtes seulement la 2e femme à avoir été présidente de la commission des lois à l'Assemblée.
Vous êtes la première femme présidente de l'Assemblée. Est-ce que vous allez vous arrêter là? Est-ce qu'au fond, vous avez fait près de 40 déplacements en France? Vous faites des déplacements à l'étranger. Est-ce que, l'air de rien, vous n'êtes pas en train de préparer une candidature à 2027? Moi, j'exerce pleinement mon mandat aujourd'hui. Et je suis, je crois, très consciente de la responsabilité qui m'incombe. Les Français, je crois, en ont marre des personnes politiques qui ne pensent qu'au poste d'après et qui, ce faisant, négligent le poste qu'ils exercent et la fonction qu'ils exercent. Et je crois que ça participe et que ça contribue à la désaffection de nos compatriotes de la vie politique. Et donc moi, j'exerce pleinement le mandat qui est le mien, qui est celui d'être la présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense que président de l'Assemblée nationale, je dois me rendre sur tous les territoires français. Rendez-vous compte que lorsque je me rends dans des territoires d'outre-mer, je suis la première à venir en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Rendez-vous compte qu'en Guyane, aucun président de l'Assemblée nationale n'était venu. Non, mais ça dit beaucoup de ce qu'est la conception pour certains de la République. Pour moi, la République, elle est pleine et entière. Et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je dois aller sur tous les territoires de la République à la rencontre de tous les Français. Et ça, c'est l'exercice du mandat que les Français m'ont confié et que les députés m'ont confié. Alors, j'insiste, une dernière question, et ce sera la fin de cette émission d'Hexagone. Vous ne vous rasez pas, mais est-ce que vous y pensez quand même de temps en temps à la présidentielle? Oui. Une première femme présidente de la République, ça aurait quand même de l'allure. Moi, je pense que ça serait formidable que les femmes dans notre pays atteignent enfin l'égalité au poste de pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire du fait que nous n'ayons dans les entreprises du CAC 40 que 3 femmes qui exercent des postes de direction générale. Aujourd'hui, rendez-vous compte que dans les piliers de nos institutions qui sont la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il n'y a jamais eu de femme présidente de ces 3 institutions. Moi, je suis la première femme présidente de l'Assemblée nationale dans un univers qui est encore, bien sûr, trop masculin. Donc, évidemment que ce serait formidable que toutes ces fonctions-là puissent être un jour exercées par des femmes. Il est grand temps. Et évidemment, la fonction présidentielle fait partie de ces fonctions qui devraient être exercées par une femme un jour ou l'autre. C'est tout ce que je pense profondément. Et donc, lorsque je reçois des jeunes filles à l'Assemblée nationale, je leur décris le champ des possibles pour elles et je leur dis que je compte sur elles. Bon, on se revoit dans 2 ans. Yaël Braun-Pivet, merci beaucoup. Merci d'être venue sur le plateau d'Hexagone. Merci à vous.